pour résumer de manière synthétique ce qu'on a vu pendant le premier cours. On voit dans différents courants dont nous allons parler ce soir que le domaine de l'imagination est un domaine relativement complexe. Il n'est pas très complexe à vivre, mais si on commence à essayer de s'expliquer de quoi il s'agit et qu'est-ce qui se passe quand nous imaginons quelque chose, eh bien, on se rend compte que ça vaut le coup d'y réfléchir 2 minutes, car il y a différentes notions qui méritent d'être distinguées les unes des autres. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, où on a distingué trois concepts différents les uns des autres. Le premier, c'est celui de l'imagination. L'imagination comme une fonction cognitive, c'est-à-dire une capacité à faire quelque chose, et à faire quoi en l'occurrence? Une capacité à faire de la transformation cognitive. Le deuxième concept que nous avons vu, c'est l'idée de l'imaginaire que nous avons proposé comme les déploiements de cette fonction cognitive. On a donc une fonction, l'imagination, qui va créer quelque chose, qui va transformer quelque chose, et l'imaginaire, c'est ce qui s'y déploie, on pourrait dire ce sont les contenus de l'imagination. Ces 2 concepts nous sont a priori généralement assez familiers. Et le troisième concept que nous avons présenté la semaine dernière, c'est l'imaginal, qui est présenté comme le lieu dans lequel se déploient les représentations, les images, le contenu de l'imagination, l'imaginaire. On a donc une fonction, des contenus qui se déploient, et on pourrait dire un lieu ou peut-être une instance dans lesquelles se déploient ces différents contenus. Est-ce que c'est clair si on le résume comme ça? Ok. Alors on va compliquer un tout petit peu pour continuer le résumé de la semaine dernière. On a vu que cette fonction imagination, elle a elle-même 3 fonctions. Elle a pour fonction de créer du nouveau, donc de créer quelque chose qui n'était pas présent avant qu'elle soit mise en action. Elle a pour fonction de donner du sens et de la signification. Et elle a une fonction, on pourrait dire une fonction cognitive, elle va faire accéder à de la pensée, à de la connaissance. Donc ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller regarder ce que nous avons décrit. Et on s'était posé la question la semaine dernière, quel est le rapport entre le jeu de l'imagination, de l'imaginaire, de l'imaginal avec l'hypnose? Et on a vu qu'il y a différents rapports et qu'il y a une proximité assez étonnante entre la philosophie de l'imaginal et l'hypnose contemporaine. Alors, ce qui me semble intéressant à retenir, c'est ce que je vous ai présenté en fin de ce cours, à savoir qu'on peut voir 4 façons d'entrer en interaction avec l'imaginal. Une connexion à l'imaginal qu'on pourrait appeler passive, c'est-à-dire simplement se mettre en lien avec l'imagination telle qu'elle se déploie et regarder comment elle se transforme. Une façon de se mettre en lien avec l'imaginal qu'on pourrait dire réceptive, c'est se mettre en lien avec ce qui se déploie et le questionner pour en obtenir de l'information. Il y a une forme d'interaction, mais elle est uniquement réceptive. Ce serait regarder les images pour essayer d'y prendre de la signification ou questionner une image et en recevoir de l'information. Troisième moyen de se mettre en connexion, c'est, et je l'avais proposé comme étant une connexion interactive où on va se mettre en lien avec les produits de l'imagination, mais on peut interagir, c'est-à-dire par exemple leur proposer de changer de contenu pour voir de quelle manière ils se transforment. Et la 4e manière que je vous avais proposée comme moyen d'interaction avec l'imaginal, je l'avais proposé comme une connexion dirigiste au sens où on va prendre les contenus de l'imagination, on va prendre les contenus imaginaires et on va strictement leur demander, leur ordonner de changer de représentation. 4 manières d'être en interaction avec le produit de notre imagination. Une manière passive, une manière réceptive, une manière sous forme d'une interaction et une manière dirigiste. Et ces différents types de manières peuvent être un décodeur des différentes approches que nous pouvons avoir en hypnose classique, en hypnose moderne. Là, tu l'as rappelé en début, tu as parlé de plusieurs fonctions, de la fonction d'imagination, poétique, noétique et herméneutique. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'aspect noétique. Tu dis que c'est accès à l'information. Pour faire simple, la fonction noétique, elle permet d'en avoir conscience. De quoi? De l'imagination. De l'imagination, le fait qu'il y a processus d'imagination, et des productions de l'imagination, l'imaginaire. Et éventuellement,
du champ dans lequel ça se déploie, l'imaginal. Ça permet de le connaître. Sinon, tu vas voir, c'est un truc subtil ça. Il peut y avoir la fonction poïétique. Donc, je suis vraiment navré pour ces mots barbares, mais on n'y peut rien. C'est comme ça. Il peut y avoir la fonction poïétique. Pour résumer, c'est le fait qu'il y a des éléments qui sont potentiels, et à un moment, ça fait du nouveau. Par exemple, je pourrais avoir deux idées au fond de ma tête, elles s'assemblent, clac, j'ai une nouvelle idée. Vous voyez? C'est simple quand on dit comme ça. C'est fonction poïétique. Il peut y avoir la fonction poïétique et la fonction herméneutique, que je redécrivais tout à l'heure à Boris, une capacité de comprendre. La fonction herméneutique, c'est par exemple ce qui se passe quand on a un insight. Bon, et ben, il peut y avoir la fonction poïétique et la fonction herméneutique de manière non consciente, sans que j'en ai connaissance, sans que je connaisse cela, sans que j'en fasse expérience. Et les deux fonctions existent dans ce que, dans certaines traditions, on appelle l'inconscient. Tu vois ? Là, si on reprend le vocabulaire conscient-inconscient, la fonction noétique, ce serait le moment où j'en ai conscience. Je vous avais donc proposé qu'aujourd'hui, on regarderait quelles sont les sources de cette philosophie qui nous amène à l'imagination agente. Alors, je vous avais montré cette petite carte la semaine dernière avec différents noms. On a différents types de sources à la philosophie de l'imaginaire et à la philosophie de l'imaginal. Je vous les ai proposés en trois catégories, c'est très subjectif comme façon de le proposer, c'est du moins comme ça que moi je comprends les différentes recherches que j'ai pu faire. À gauche, j'ai voulu mettre tout ce qui est de type philosophie classique, philosophie ancienne, et de type hermétisme, alchimie, occultisme, théosophie, théologie. Ce que j'ai mis au centre, c'est, on pourrait dire, les sciences cognitives modernes, les philosophies modernes. Alors, ma proposition de dire moderne, en gros, c'est de dire à partir de la philosophie des Lumières, en gros. Donc ici, la proposition, c'est de regarder tout ce qui est de l'ordre de la métaphysique, de l'épistémologie, c'est-à-dire de comment est-ce que nous faisons expérience de ce qui nous arrive et de nos contenus internes. La philosophie des religions, donc ce regard moderne sur la façon dont les religions sont organisées. La mythologie, ce regard moderne aussi sur comment les mythes essayent de nous raconter quelque chose et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui est dans les mythes. La phénoménologie, je le rappelle, qui est une science de la subjectivité, une science de l'expérience directe que nous faisons du monde et de nous-mêmes. Et la philosophie de l'imaginaire, je vais y revenir dans quelques instants. Et à droite, ce serait, entre guillemets, ma troisième source, la psychologie européenne, la psychologie nord-américaine, et une psychologie assez récente qui est une rencontre entre ces deux psychologies qu'on pourrait appeler la psychologie archétypale. Alors, si vous voulez rester juste au cœur de ce que j'ai essayé de présenter dans ce cours, les sources principales pour moi, c'est le travail de Henri Corbin, et je vais vous montrer tout à l'heure les différentes sources et influences qui viennent du travail de qui viennent créer le travail de Henri Corbin. En bas, autre source importante, le travail de Gilbert Durand. Gilbert Durand a suivi le travail de Bachelard et il a contribué à créer ce qu'aujourd'hui dans les universités on enseigne sous la forme de philosophie de l'imaginaire. Autre source importante, le travail de Jean-Jacques Wunenburger qui viendra nous donner une présentation ici le 21 février, il me semble, et le travail de Cynthia Fleury qui a été une influence vraiment importante pour moi à l'heure d'aller chercher les différentes sources que je vais vous présenter aujourd'hui. Du côté de la psychologie, le travail de Carl Gustav Jung, dont nous avons déjà parlé dans le modèle de cours sur Assagioli en présentant la notion d'inconscient collectif, et vous allez voir que cette notion d'inconscient collectif revient sans cesse dans la philosophie de l'imaginaire. Le travail de Robert de Soualle, dont nous avions parlé l'année dernière, ce qui est intéressant chez Robert de Soualle, c'est que c'est un empiriste, c'est un phénoménologiste, et je vous montrerai tout à l'heure ses sources, il y en a assez peu. Lui, ce qui l'a intéressé, c'est vraiment de faire des expériences pour vérifier dans l'expérience ce qui s'y passe. Et enfin, le travail de James Hillman, dont nous parlerons dans le 5e ou peut-être le 6e cours. James Hillman a... Je vais vous montrer les sources tout à l'heure et je pense que ça donnera un peu de clarté sur son travail. On peut voir qu'il y a deux grands pans qui vont guider les différents regards qu'on peut avoir sur l'imagination, l'imaginaire et l'imaginal. D'un côté, il y a la philosophie de l'imaginaire, donc avec le travail de Bachelard, avec le travail de Gilbert Durand, le travail dont je viens de vous parler de Jean-Jacques Wunenburger, le travail de Cynthia Fleury, et plein de personnes qui sont autour. Donc, je vous ai mis quelques références. Si vous voulez regarder d'un peu plus près le travail de ces personnes, alors ça vous ferait quand même rentrer dans des ouvrages qui sont vraiment conséquents, mais peut-être qu'un ouvrage parmi d'autres pourrait vous attirer. Donc, je vous recommande
si on résume vraiment le propos, vous pouvez aller regarder l'imaginaire de Sartre, vous pouvez regarder chez Bachelard la psychanalyse du feu et la poétique de la rêverie, qui sont vraiment des ouvrages intéressants pour se demander ce qui se passe dans l'imaginaire. Le petit article Mundus Imaginalis de Henri Corbin qu'on trouve dans Face de Dieu, face de l'homme, c'est rédigé en 1964. Chez Gilbert Durand, un ouvrage magistral, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc, il y a 12 éditions successives, il l'a écrit et réécrit pendant pas mal d'années. Donc à la fin, ça nous amène sur un ouvrage vraiment très complexe. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains cours. Chez Jean-Jacques Vunenburger, l'imaginaire. Et enfin, chez Cynthia Fleury, il y a 2 ouvrages intéressants. La métaphysique de l'imagination, et je crois que c'était sa thèse de doctorat. Et un petit ouvrage collectif qui s'appelle Imagination, Imaginaire et Imaginal, qui a servi de support aussi pour plusieurs parties de ce cours, donc dans lequel vous pourrez retrouver un petit peu plus de sources. Donc, je vous ai mis les différentes personnes qui ont contribué à la philosophie de l'imaginaire. Évidemment, à l'heure de vous présenter des sources, je ne peux faire qu'un résumé parce que ce serait très complexe et je pense que ce serait assez rébarbatif en fait d'aller regarder l'ensemble des sources. Néanmoins, à partir du moment où vous mettez le nez dans l'ouvrage d'un des auteurs, il va évidemment vous renvoyer aux autres et ça peut vous donner des envies pour aller creuser le thème en particulier qui peut vous intéresser. D'un autre côté, on a la psychologie archétypale. Et la psychologie archétypale de mes recherches semble être née dans les cercles d'Eranos en Italie, à Ascona. Alors les cercles d'Eranos, c'était un lieu où se rencontraient des chercheurs. Je crois que ça a eu lieu tous les ans, ou presque tous les ans, et ça a duré des années 30 aux années 60. Alors il y a plusieurs générations de chercheurs qui se sont rencontrés. Par exemple, on y a retrouvé Mircea Eliade, on y a retrouvé Charles Kérény, Henri Corbin, Joseph Campbell, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, du travail de Joseph Campbell, Gilbert Durand, dont je vous ai parlé, Carl Gustav Jung, Paul Radin, qui est un petit peu antérieur aux générations de type Corbin ou Gilbert Durand, et James Hillman. Et toutes ces personnes s'y retrouvent, discutent, viennent de champs différents, de la psychologie, de la philosophie, de la mythologie, de l'anthropologie, des embryons de sciences cognitives. Et ces gens se rencontrent et discutent de différents thèmes. Et ils se rendent compte évidemment qu'ils ont beaucoup de choses à se dire parce que dans leurs différents prismes, dans les différents domaines où ils étudient les sujets qui les intéressent, et avec des méthodologies de nature différente, eh bien, ils ont des données qui méritent d'être croisées. Et c'est un travail qu'ils ont fait, c'est un travail d'inter-influence. Un lieu dont les productions sont très intéressantes et je pense qu'on peut en trouver encore une bonne partie en ligne aujourd'hui. Et des cercles d'Eranos est apparue la psychologie archétypale. Alors, on attribue souvent la notion d'archétype à Jung, et je recherchais encore dans ces derniers jours quelle est la source de Jung, et Jung dit en fait c'est une notion que j'ai prise à Saint-Augustin, donc ça nous ramène quand même assez loin dans le passé, une psychologie archétypale qui mène les différents domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, et évidemment dans ma colonne psychologie, eh bien, ça fait apparaître pas mal de monde, puisque à partir du travail qui a été fait au Cercle d'Eranos et des idées qui sont nées à cet endroit-là, c'est tout un courant moderne de psychologie qui a vu le jour. On est ici au début de la deuxième moitié du XXe siècle. On est à un moment où la psychologie est encore très prise par les méthodologies positivistes et où on est encore dans une idée de psychologie des profondeurs avec une méthodologie de la psychologie qui est héritée de la biologie et où un des prismes d'approche de la psychologie, c'est de la regarder quand elle est pathologique. Et avec la psychologie archétypale, on change complètement de prisme. On se dit que ce soit pathologique ou non pathologique, il y a quelque chose qui semble structurer nos expériences subjectives, qui semble structurer notre psyché, notre esprit peut-être, et on peut le regarder sous forme archétypale. Alors, et bien sûr, il y a d'autres psychologies que la psychologie archétypale, mais c'est celle qui va nous intéresser dans ce module de cours. Alors, on retrouve du côté psychologie européenne, que je vous ai mis en haut à droite, le travail de Jung, le travail de Assagioli dont nous avons longuement parlé les 2 derniers mois, le travail de Marie-Louise von Franz qui a été une très proche collaboratrice de Jung, le travail de Leuner, et puis du côté de la psychologie nord-américaine que je vous ai mis en bas à droite, on retrouve le travail de Paul Radin et de James Hillman qui étaient tous les deux dans les cercles d'Eranos, et les influences qu'ils ont données sur le travail de June Singer, le travail de John Rowan, qui a beaucoup écrit sous les sous-personnalités, sur la notion de personnification, et je vous en avais parlé l'année dernière, le travail de Steve Gallegos, que nous avons reçu au mois d'octobre, le travail de
le travail de Johnson, le travail de Vargiu, dont je vous avais parlé aussi, qui a continué le travail d'Assagioli sous les sous-personnalités, on voit qu'à partir des cercles d'Erano, c'est arrivé l'idée que... Quelle idée ? À partir des cercles d'Erano, c'est arrivé l'idée que, eh bien, il y a peut-être des grandes structures internes qui parfois prennent forme de personnages, parfois prennent forme de patterns comportementaux plus ou moins automatisés, un ensemble de structures qu'on retrouve dans la psyché humaine, mais qu'on retrouve aussi dans les contes, dans la littérature, dans les mythologies, dans les expériences mystiques, dans les théologies. Alors évidemment, tous ces chercheurs, ça leur a donné envie d'aller regarder de manière un petit peu plus précise, mais qu'est-ce qui peut bien se passer à ce niveau-là ? C'est assez étonnant en fait, de résumer toutes ces idées qui sont des décennies de recherche et d'échanges entre chercheurs et de les résumer en 10 minutes. C'est un peu étonnant, mais c'est aussi le jeu et on verra peut-être si de prochaines années on pourra avoir le temps de développer un peu plus ces concepts. Dans les prochains cours, je vous présenterai un petit peu plus en détail, notamment le travail de James Hillman, qui a été pionnier pour développer la psychologie archétypale en Amérique du Nord. Et comme vous le voyez déjà là dans la répartition entre psychologie européenne et psychologie nord-américaine, en Amérique du Nord, c'est une psychologie qui s'est beaucoup développée. Alors à partir de là, je souhaitais vous montrer le jeu d'inter-influence qui a eu lieu entre tous ces pans de recherche, entre tous ces chercheurs, et j'ai essayé de vous préparer une carte. Ça fait quelques semaines en fait que j'essaie de travailler sur ça, et je me suis rendu compte que c'est vraiment très compliqué à faire, de montrer toutes les inter-influences entre toutes ces personnes, et puis à la fin ça faisait des flèches vraiment dans tous les sens, et avec plein de couleurs différentes, donc c'était pas très pertinent, et on comprenait juste la conclusion qui est, il y a une forte inter-influence. Donc j'ai choisi de vous montrer les influences de Henri Corbin, les influences de Jung, les influences de Robert de Swal et les influences de James Hillman. Et en particulier, regardez les influences de Jung, je pense que c'est un exercice très intéressant, parce qu'on a tendance à dire Jung s'est basé sur sa clinique, il s'est basé sur les expériences, enfin sur les cas qu'il recevait des gens dont il était thérapeute. Eh bien, on va voir dans quelques instants, c'est assez intéressant d'aller regarder en fait de quoi est-ce qu'il s'est réellement nourri Jung et comment est-ce qu'il les a formées ces idées. Mais avant ça, je voudrais vous présenter quelques références de Henri Corbin. Je vous redis l'avertissement que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne prétends pas vous montrer toutes les références, toutes les influences de ce penseur, mais simplement de vous montrer les grands traits généraux. La première influence d'Henri Corbin, à mon point de vue, c'est la philosophie du XXe siècle et l'hermétisme européen, on pourrait dire l'hermétisme médiéval européen. Une influence importante de Corbin, et surtout dans le début de son travail, c'est le travail de Coiré, qui lui-même est influencé, il a eu un gros focus sur Galilée, sur Newton et sur Platon. Et puis il reçoit des influences de Fichte avec ses proximités avec l'idéalisme allemand. Coiré, en parallèle, avait étudié avec Husserl, et Coiré avait compris l'idée de créer ou de participer à une science de la subjectivité. Il participait parce que Husserl nous a fait un joli cadeau, mais aussi il nous a laissé une belle énigme qui est quelle méthodologie mettre en place pour une science de la subjectivité, là où le jeu de la méthodologie, du moins tel que nous le propose Descartes dans son discours de la méthode, là où le jeu de la méthodologie est de faire quelque chose d'objectif. Donc comment est-ce qu'on peut objectiver le jeu de la subjectivité ? C'est une question qui a beaucoup intéressé Coiré. Je n'ai pas retrouvé directement l'influence de Husserl dans le travail de Corbin, mais on voit les idées husserliennes dans le travail de Corbin par l'influence de Coiré. En parallèle, Heidegger a passé beaucoup de temps avec Edmond Husserl, et Heidegger est une source directe de Corbin, au sens où, et on le verra dans les prochains cours, au sens où l'idée d'herméneutique chez Corbin semble vraiment être d'influence de Heidegger. Et puis en parallèle, on a l'influence du hermétisme européen. Alors, j'ai mis le mot hermétisme pour résumer un petit peu le sujet, mais on retrouverait ici hermétisme, alchimie, occultisme, sorcellerie médiévale. Donc voilà ce que j'ai voulu résumer par le terme hermétisme, c'est un raccourci un peu rapide, où là on va retrouver le travail de Paracelse, dont on va reparler tout à l'heure, et le travail de Jacob Boehme. Alors encore une fois, j'aurais très envie de développer longuement tous ces sujets-là, mais selon les différentes sources que je vais pouvoir citer aujourd'hui, je vous inviterai à creuser en fonction de ce qui vous intéresse le plus, parce que sinon, je pense qu'on était parti pour y passer 3 ou 4 heures.
La deuxième source du travail de Henri Corbin, et c'est celle qui va nous intéresser le plus dans la philosophie de l'imaginal, dont nous parlerons dans le 4e cours, c'est la philosophie perse médiévale et les différentes théologie médiévale dans le soufisme en Perse, donc autour de l'actuel Iran, et théologie, on pourrait dire plutôt théologie de la fin de la Renaissance, théologie chrétienne à ce niveau-là. Alors du côté philosophie perse médiévale, on va retrouver un ensemble de chercheurs 11e, 12e, 13e siècle, en l'occurrence Avicenne, qu'on a un petit peu oublié. C'est peut-être Averroès qui a gagné le combat philosophique entre lui et Avicenne. D'une part, on va avoir le travail d'Avicenne, le travail de Sohravardi, le travail d'Ibn Arabi. Et je l'ai mis dans la slide suivante. Ce que parfois on ne prend pas bien en compte, c'est que ces penseurs dans la philosophie perse sont extrêmement influencés par la philosophie classique. Et nous sommes parfois un petit peu déconnectés en fait de ces philosophies. Alors, par exemple, pour Avicenne, Sohravardi, Ibn Arabi, Platon et Aristote sont, du moins pour certaines personnes dans ces courants, sont érigés au rang de maîtres, tout comme l'est par exemple le prophète pour d'autres traditions qui vont être plus proches de l'islam direct. Ici, on est dans une forme de soufisme, et je ne vais pas trop rentrer dans ces considérations entre le soufisme historique et comment le soufisme est rentré en lien avec l'islam, parce que là encore, ça nous ferait rentrer dans des considérations où à un moment, vous allez vous dire, ça n'a vraiment plus rien à voir avec l'hypnose. Néanmoins, et je vous invite vraiment à faire ces recherches par vous-même, c'est vraiment très subtil d'aller regarder ces idées-là, parce qu'il ne s'agit pas de croyances religieuses. Il s'agit de profondes pratiques spirituelles qui ont pour fonction de transformer la subjectivité. Donc, pour revenir là où j'en étais, Avicenne, Sohravardi, Ibn Arabi ont différents liens avec Platon, avec Aristote, avec Plotin. Par exemple, quand on regarde la biographie de Ibn Arabi, à un moment dans son parcours, il a une révélation mystique. Et un prophète lui apparaît. Et ce prophète, eh bien, ce n'est pas le Christ, et ce n'est pas le prophète Mohammed. Ce prophète qui lui apparaît, c'est Aristote. Alors, c'est un petit peu étonnant pour nous, parce que la façon dont on a appris la philosophie classique, pour nous, Aristote n'est pas vraiment un prophète, à vrai dire. Pour nous, Aristote, c'est un penseur. Donc voilà peut-être le quiproquo qui pourrait se placer. Et je voulais faire ce focus sur le fait que ces différents penseurs de la philosophie perse médiévale, ces différents philosophes, ces différents enseignants spirituels au sens d'enseignants qui donnent des techniques à propos du fonctionnement de l'esprit. Donc, aujourd'hui, on appellerait ça des sciences cognitives. Et on a vraiment un problème de vocabulaire sur tout ce sujet-là. Donc, tous ces enseignants sont vraiment extrêmement influencés par les idées de Platon, Aristote, Plotin, je le disais, tout le courant néoplatonicien. Et ça aussi, on prendra le temps dans les prochains cours de le développer un peu plus. Peut-être pour en dire quelques mots, et si on devrait vraiment retenir les idées clés à ce sujet-là, vous vous rappelez peut-être de l'idée chez Platon qu'il existe un monde des idées, et je crois que c'est un mundus archetypus, je ne suis pas tout à fait sûr, un monde des idées, et ces idées, l'homme peut y accéder, mais ces idées existent avant l'homme, elles préexistent à l'homme. Ce ne sont pas les idées de l'homme, ce sont des idées qui existent, et l'homme, il peut y accéder, y trouver un chemin d'accès. Eh bien, voilà un ensemble d'idées qui a guidé Avicenne, Sohravardi, Ibn Arabi. Bien sûr, on pourrait retrouver des idées du même genre chez Aristote, avec la forme spécifique de dualisme théiste qu'il a proposé, des formes de gnosticisme qui sont assez intéressantes et dont nous avions proposé une critique le mois dernier sur le travail d'Assagioli, non pas pour dire que nous les invalidons, parce que nous n'invalidons rien, ici nous ne faisons que regarder les pensées des uns et des autres, mais j'en avais proposé une critique pour dire que le système d'Assagioli était manifestement limité par un point de vue dualiste et gnostique. On a donc pour l'instant deux sources principales dans le travail d'Henri Corbin. La philosophie du XXe siècle et l'hermétisme européen, et puis la philosophie perse médiévale et les théologies. Je pense que j'ai oublié de nommer Swedenborg ici, mais on aura l'occasion d'en reparler dans le cours sur l'imaginal. Et puis, il y a une troisième source qui vient chez Henri Corbin, et pas des moindres, c'est sa rencontre avec Jung au cercle d'Eranos. Jusqu'à avant la rencontre avec Jung, Corbin est dans cette idée, dans l'ensemble de l'idée que je viens de vous décrire, on va dire.
Et quand il rencontre Jung, c'est un choc parce qu'il se rend compte que toutes ces théologies peuvent rencontrer des idées non théologiques dans le prisme de la psychologie de Jung. Alors, ils vont s'influencer un peu l'un l'autre. En fait, c'est surtout Jung qui influence Henri Corbin, et je pense que le travail d'Henri Corbin n'a pas tellement influencé Jung. Mais ça va donner à Corbin un deuxième décodeur de ce qu'il étudie déjà. Et comme il est branché herméneutique, et que le jeu de l'herméneutique, c'est de pouvoir décoder de manière différente des textes, eh bien ça l'a beaucoup amusé, ça lui a permis d'élargir complètement son champ d'approche de l'imaginal. Alors je vous donne quelques références sur ce travail en particulier. Chez Henri Corbin, vous pouvez regarder l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. L'article Mundus Imaginalis qu'on trouve dans Face de Dieu, Face de l'homme. Je ne vous recommande pas spécialement de lire le reste de Face de Dieu, Face de l'homme, ou alors accrochez-vous bien. Et vous pouvez aussi en voir plus sur les idées très intéressantes d'Avicenne dans son ouvrage Avicenne et le récit visionnaire. Du côté de Sohrawardi, vous pouvez regarder, donc là on est au XIIe siècle, on a des textes de Sohrawardi, un recueil de ces textes s'appelle L'Archange empourpré. Alors vous pouvez le prendre comme des contes, ou vous pouvez le prendre comme des cartes. Enfin, comme des cartes. Et comme il y a une dimension pratique dans ce cours, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte. Enfin, non, pas aujourd'hui, mais dans 2 ou 3 cours. On verra qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un conte, d'un mythe ou peut-être d'une carte de notre subjectivité. Chez Ibn Arabi, je vous propose... Il y a toute une collection de textes chez Ibn Arabi, mais je vous propose en particulier son texte « Les illuminations de la Mecque », puisque c'est le thème dans lequel on retrouve le concept de Alam al-Mital, concept de Alam al-Mital que Henri Corbin a choisi de traduire comme Mundus Imaginalis. Et puis chez Swedenborg, alors si vous voulez voir où en était l'angélologie chrétienne au XVIIIe siècle, puisque c'est quand même une source de Henri Corbin, vous pouvez regarder en particulier, c'est une encyclopédie plus qu'un ouvrage, Arcana Caelestia. Je crois que ça fait, le premier tome fait 700 pages et il y en a peut-être 8 ou 9 tomes. Donc, si vous voulez aller regarder le travail magistral de Swedenborg, ça peut vous donner quelques idées. Voilà quelques sources de Henri Corbin. Pour les résumer, la philosophie du XXe siècle et l'hermétisme européen, la philosophie perse et des théologies pour faire une herméneutique spirituelle comparée, et la mythologie, la psychologie. Mais je crois en fait que j'ai oublié de vous parler de l'apport de la mythologie, donc c'est une erreur. Donc je vous disais tout à l'heure, une troisième source chez Henri Corbin, c'est bien sûr le travail de Jung avec les prémices de la psychologie archétypale et l'influence de la mythologie. Ici, on peut bien sûr prendre le travail de Mircea Eliade et le travail de Gilbert Durand. Comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui se sont rencontrées dans les cercles d'Eranos et qui se sont influencées les uns les autres. Maintenant, je vous propose de regarder brièvement, si j'y arrive en tout cas, brièvement les influences de Jung. Jung nous laisse tout un ensemble de concepts qui aujourd'hui encore sont intéressants à développer. Et on peut regarder dans ce module de cours en particulier l'imagination active et la psychologie archétypale. Tout d'abord, les études de Jung le font démarrer par la philosophie et c'est un jeune étudiant à la toute fin du XIXe siècle et bien sûr il étudie la philosophie beaucoup plus que nous ne le faisons aujourd'hui. On va avoir les sources à peu près les mêmes sources que ce que nous voyons tout à l'heure, l'apport de Platon, l'apport d'Aristote, mais aussi l'apport d'Héraclite qui est antérieur à ces deux penseurs. Et puis à côté, on va avoir la philosophie classique et la philosophie moderne allemande. Alors si vous avez un petit peu regardé de ce côté-là, la philosophie allemande est quand même souvent teintée d'idéalisme, là où la philosophie française, à partir des Lumières, a vraiment mis l'idéalisme de côté. Et là, je ne vais pas dire que ça a été banni, mais ça a quasiment été exclu pour des raisons de méthodologie. Dans les philosophies allemandes 18e, 19e, 20e siècle, on retrouve des influences de l'idéalisme. Et pour rappeler ce qu'est l'idéalisme, c'est l'idée que tout ce qui existe est fruit de l'esprit. Alors que nous sommes plutôt dans un paradigme matérialiste actuellement, où nous considérons, en général en tout cas, que tout ce qui existe est fruit de la matière, non pas de la pensée. Alors c'est intéressant de garder ça en tête parce que ça va lui permettre de développer une psychologie qui est très influencée par l'idéalisme. Deuxième influence chez Jung, on retrouve encore l'hermétisme, les mythologies et une influence du christianisme puisque
Jung était fils de pasteur, ça a quand même fortement influencé. Alors, on a une forte influence de l'hermétisme chez Jung via le travail qu'il a effectué, les recherches qu'il a effectuées sur Paracels. Je pense que je vous ai mis une référence sur ça à la fin de ces slides. Et puis, on va retrouver deux influences, l'influence de Saint-Augustin, et je vous le disais tout à l'heure, Jung le dit lui-même, c'est de Saint-Augustin que j'ai tiré le concept d'archétype, et une influence de Saint-Ignace de Loyola. Encore une fois, je ne vais pas aller trop dans le détail ici. On a donc une influence philosophique chez Jung, une influence de l'hermétisme, une influence du christianisme, et on va avoir, évidemment, puisqu'il est psychologue, une influence de la psychologie européenne pré-freudienne, donc la psychologie européenne de la fin du XIXe siècle, et la psychologie européenne du début du XXe siècle. Et les idées clés qu'on va retrouver chez Flournoy, chez Freud en partie, du moins dans le début de son travail, chez Bleuler, chez Ferenczi, et les idées aussi qu'il reprend chez Pierre Janet, les idées clés, c'est les idées d'autonomie de la psyché, d'automatisme de la psyché, et de la manière dont cette psyché interagit avec l'individu. C'est intéressant de dire que la psyché interagit avec l'individu parce que ça veut dire qu'elle en est dissociée. Petit à petit, ça va l'amener à imaginer l'idée qu'il existe des structures internes à l'esprit humain, internes à la subjectivité humaine, des structures inconscientes qui ont leur propre autonomie, ce qui va l'amener progressivement à la psychologie archétypale. Et enfin, dernière influence de Jung, et pas des moindres, l'influence asiatique. Jung a fait de nombreux voyages. Il est allé se balader en Amérique du Nord où il a rencontré les Hopis, mais je ne peux pas vraiment dire que ce soit une influence asiatique. Et il est allé se balader en Inde, il a rencontré des sinologues et il a pris beaucoup d'influence de la pensée chinoise. Donc il a passé du temps avec Wilhelm, dont il a écrit la préface d'une des premières traductions du Viking. Wilhelm l'a introduit auprès de Kesserling, qui avait beaucoup d'attrait pour la pensée orientale. Et c'est peut-être un peu difficile d'imaginer pour nous que ces gens n'avaient pas accès aux textes de l'hindouisme, du yoga, du bouddhisme. Ces choses n'existaient pas en fait pour les penseurs de la fin du XIXe siècle. Ou alors c'était vraiment des épiphénomènes. Et là on a des pionniers de la psychologie qui découvrent subitement qu'en Asie, depuis des siècles et des dizaines de siècles, eh bien, il y a une pensée psychologique, épistémologique, cognitive très profonde. Donc, il y a bien sûr une forte influence de la pensée asiatique. On pourrait citer ici l'hindouisme, le yoga, le bouddhisme, le taoïsme sur la pensée de Jung. Alors à nouveau, je vous donne quelques références. Tout d'abord sur l'étude de Jung sur Paracels, sur son texte qui s'appelle « Paracels, une grande figure spirituelle » qu'on trouve dans un ouvrage qui s'appelle « Synchronicité et Paracelsica », publié en 1988. Son ouvrage « Les métamorphoses de l'âme et de ses symboles », et je vous le disais la semaine dernière, pour Jung, la transformation de l'âme, traduction du mot Geist en allemand, que nous avons beaucoup de mal à traduire, qui a été traduit par âme en français, mais qui a été traduit par psyché en anglais. La transformation de cette âme, de ce Geist, passe par les symboles que cela représente. Un troisième ouvrage, les deux ouvrages suivants, on en avait parlé dans le précédent cours, La dialectique du moi et de l'inconscient et Essai de l'exploration de l'inconscient, les deux ouvrages successifs dans lesquels il synthétise l'idée d'inconscient collectif. Et enfin, si vous voulez regarder les interactions entre le travail de Jung et le travail de Cherini, qui était spécialiste en mythologie, ils ont écrit un ouvrage ensemble, du moins ils ont compilé ensemble une collection de textes dans un ouvrage qui s'appelle « Introduction à l'essence de la mythologie ». Est-ce que ça va toujours jusqu'ici? Alors j'espère ne pas faire quelque chose de trop rébarbatif, et en même temps j'ai l'impression d'aller tellement vite sur ces notions que voilà, j'essaye de m'en tenir à la synthèse que je m'étais proposé de faire pour ce cours. Alors j'avais choisi de vous proposer les influences de 4 penseurs, les influences de Corbin, les influences de Jung, les influences de De Swal et les influences de James Hillman. Donc pour De Swal, je n'ai préparé qu'une seule slide. C'est très simple. De Swal, en fait, il s'en fichait un peu de tous ces trucs-là. La philosophie antique, est-ce que l'esprit est premier et l'homme second, ou est-ce que l'esprit est un sous-produit du fait que la matière humaine existe?
Bon, alors De Swal, ça lui passe un petit peu par-dessus la tête, ces trucs-là. De Swal, c'est un ingénieur. Il s'intéresse à la psychanalyse parce qu'à la base, ce qui l'intéresse à l'origine, c'est est-ce que la télépathie est possible ou pas possible. Donc il voulait vérifier, donc il a fait des expériences pour vérifier. Mais en cours de chemin, il rencontre le travail de Eugène Caslan, et Eugène Caslan faisait des études sur ce sujet. En fait, Eugène Caslan a créé une méthode d'accès à l'intuition. En fait, c'est l'ancêtre du remote viewing, pour ceux qui s'intéressent à l'intuition. Donc, toutes ces techniques modernes d'accès à l'intuition, d'accès à information par canal non sensible, et qui sont étudiées de manière très sérieuse actuellement, avec des méthodologies qui sont bien éprouvées. Bien éprouvées d'ailleurs parce qu'elles ont été extrêmement critiquées, donc ben voilà, merci pour la critique parce que ça a permis de faire des méthodologies très claires. Eugène Caslan s'intéressait à tout ça et c'est comme ça que Robert de Swal découvre son travail. Mais en rencontrant Caslan, il se rend compte que Caslan a mis au point autre chose, une technique d'accès aux formes imaginaires, des expériences directes de voyager et se promener dans des mondes imaginaires. Et là, Robert de Swal laisse tomber ses expériences sur la télépathie et se dit « j'ai trouvé quelque chose de bien plus intéressant ». Pourquoi? Parce que Robert de Swal se rend compte dans ses expériences que quand l'image se transforme, la subjectivité se transforme. Et que si une image, par exemple, est liée à un état d'esprit, eh bien, bouger l'image dans son imagination, bouger le contenu imaginaire dans la fonction cognitive imagination, eh bien, ça transforme l'état d'esprit. Et ça l'a beaucoup intéressé. Alors, à partir de là, il va regarder un petit peu plus du côté de la psychologie. Il regarde le travail de Freud qu'il va très vite mettre de côté en se disant qu'il n'y a pas grand-chose à prendre pour lui à cet endroit-là. Par contre, il va être beaucoup plus intéressé par le travail de Pierre Janet avec les idées d'automatisme psychologique et de représentation de nos automatismes psychologiques. Le travail de Jung avec les prémices d'idées de personnification et le travail de Charles Baudouin. Voilà pour les influences principales de Robert de Swal, et c'est peut-être un peu soulageant après la collection d'influences de tout à l'heure de voir que maintenant il y en a moins. Ou pas, je ne sais pas. Bon. C'est que ça passe mieux que ce que je craignais alors. Enfin, je voulais vous montrer les influences de James Hillman. James Hillman rédige en 1975 Revisioning Psychology. C'est un pamphlet, c'est un jeu de mots en fait, à la fois pour dire qu'il faut réviser la psychologie parce qu'il se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche en 1975 dans la pratique de la psychologie, et d'autre part, revisioning parce qu'il y a l'idée d'y remettre l'image. Remettre l'image dans la psychologie. Vous voyez le jeu de mots ? C'est amusant. Donc c'est un ouvrage qu'il rédige en 1975 et James Hillman, on pourrait dire, c'est l'une des personnes qui a importé la pensée jungienne et la psychologie archétypale en Amérique du Nord en 1975. Et qu'est-ce qui surgit à la fin des années 70 en Amérique du Nord? La PNL, dis donc. Alors avec des gens que je ne vais pas citer maintenant parce qu'ils ne donnent pas leurs sources, donc je vous laisserai faire les liens par vous-même. Le travail de James Hillman en 1975, donc regardons un peu ses sources. D'une part, et vous allez voir que ce sont des sources qui complètent le tableau par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure. En haut à droite, il y a bien sûr l'influence de la psychologie anglaise, avec le travail de Ditley par exemple, le travail de Fritz Perls. Je vous ai mis en bas parce que pour moi c'est plutôt du côté psychologie, philosophie, avec la naissance des sciences cognitives, le travail de William James. Et je suis toujours surpris à quel point William James continue à être cité actuellement par les chercheurs en neurosciences cognitives. Donc je vous avais parlé l'année dernière du lien entre William James et Henri Bergson. Une influence importante pour le travail de Hillman et le travail de Whitehead. Alors, je vous ai mis ça dans la colonne là-bas du côté hermétisme, mais en fait c'est un peu erroné. Le travail de William Blake, qui a beaucoup influencé les psychologues du milieu du XXe siècle aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglophones. William Blake, c'était plutôt un poète, un artiste, mais en fait ce qu'on retrouve du travail de William Blake, c'est que c'était surtout un mystique. Et donc on a une forme d'influence de mysticisme anglais dans le travail de James Hillman. Et du côté philosophie, le travail de Wittgenstein, qui est très régulièrement cité aussi en psychologie analytique. Est-ce que je peux vous résumer ça en un mot ou deux? Non, je vous propose plutôt qu'on prenne le temps sur Wittgenstein quand on fera le cours sur James Hillman.
On retrouve bien sûr dans le travail de James Hillman les apports de la philosophie classique, on retrouve à nouveau les apports de Platon, Aristote et Plotin, on retrouve à nouveau le travail de Saint-Augustin et le travail de Mélenchon, et on retrouve du côté hermétisme le travail de Ficino. Là, on est dans des formes d'hermétisme. On est à la frontière entre mysticisme, alchimie, hermétisme, à l'époque où, là on est au XVe siècle, donc à une époque où la séparation entre esprit et matière, c'était pas si clair que ça. Les connaissances en physique n'existaient pas encore, c'est avant le travail par exemple de Galilée. Donc à une époque où il y avait beaucoup d'expériences et beaucoup d'incertitudes sur ce qui se passait dans ces expériences. Et enfin, et ça nous ramène à ce que je vous ai dit au début de ce cours, influence importante chez James Hillman, eh bien, tout ce qui s'est passé dans l'échange avec les cercles d'Eranos d'une part, en mythologie et en philosophie de l'imaginaire, donc la rencontre avec Kérény, la rencontre avec Corbin et la rencontre avec Durand. Et enfin, la phénoménologie qui va permettre à James Hillman d'avoir une méthodologie, une méthode pour regarder quelles sont les données subjectives, une méthode pour questionner la subjectivité, où on retrouve ce dont nous avons déjà longuement parlé, le travail de Husserl, le travail de Jean-Paul Sartre et le travail de Bachelard sur l'imaginaire. Donc, je vous ai fait une espèce de vue d'ensemble des sources de cette recherche que je vous propose dans ce module de cours. Comme je vous l'ai dit au premier cours, j'avais prévu à la base de donner un module de cours qui soit plus synthétique, mais ces recherches sont encore en cours et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je pense qu'on en a pour des années avec l'imaginaire et l'imaginal. Donc j'ai voulu vous donner un aperçu des recherches qui guident le cours que je vous ai donné la semaine dernière et les quelques cours qui vont venir dans les semaines suivantes. Alors il y a plusieurs intentions à l'heure de vous donner ces sources. Et je m'excuse si ça a fait un cours un peu rébarbatif parce que donner que de la source historique pendant 40 minutes, c'est peut-être pas le plus intéressant. Et rassurez-vous, après, je vous ai préparé quelque chose pour la pratique qui va, je l'espère, être un peu plus sympa. L'intention ici, c'est pas de dire voilà, on a 50 000 sources et voilà quelles sont nos sources. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de dire que l'imaginaire, ça se base sur des dizaines, des centaines de chercheurs qui viennent de plein de disciplines différentes. La philosophie, la psychologie, les chercheurs de la théologie perse, les chercheurs de la théologie chrétienne, des personnes qui ont passé leur vie entière à réfléchir à ces sujets-là et écrire sur ces sujets-là. Et c'est un peu de respect que de donner au moins les noms de la plupart d'entre eux, en tout cas de ceux qui ont le plus marqué les recherches que nous avons déjà faites ici à l'Arche pour essayer de ramener un peu de connaissances et aussi de voir que c'est une constante dans le temps. On peut retrouver ça chez Héraclite et chez Aristote et chez Platon, donc vers l'an -600, -400. Et puis ça saute le temps. À un moment, on retrouve ça chez Plotin avec les néoplatoniciens. Et puis ça reste encore dans le temps avec la philosophie médiévale. Je vous ai montré plutôt du côté philosophie perse, mais on retrouve aussi des équivalents de ça dans la théologie chrétienne, par exemple. On trouve des équivalents de ça dans la Kabbale aussi pendant l'époque médiévale. Et ça continue, ça semble disparaître de la pensée humaine. En fait, ma croyance, je ne peux pas être certain, mais je pense que ça ne disparaît pas en fait. Mais ça semble par moments disparaître de la recherche et ça revient. Et là, actuellement, avec notre pensée moderne, à mon avis, notre pensée moderne n'est pas supérieure aux pensées anciennes, mais notre pensée moderne possède un outil que nous n'avions pas à l'époque qui s'appelle les méthodologies. Et avec notre pensée moderne, eh bien, on voit que l'imaginaire, même quand on a essayé de le mettre de côté, et même quand la psychologie démarre en disant on ne va pas s'occuper de toutes ces constructions fantasmagoriques, etc., eh bien c'est sur ça qu'on tombe dès qu'on s'intéresse à l'esprit. Les constructions de l'imagination, cette fonction, qui se déploie sous la forme de contenu imaginaire, avec peut-être une instance ou un lieu dans lesquels ça se déploie. Donc, en conclusion, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est un ensemble d'inter-influences dans les recherches du XXe siècle, qui aujourd'hui deviennent les recherches du XXIe siècle, un effort interdisciplinaire au XXe siècle qui a permis de créer une philosophie de l'imaginaire et une psychologie de l'imaginaire et de l'imaginal. Des regards interdisciplinaires sur des pratiques anciennes, et ce n'est pas une discipline qui s'intéresse aux pratiques anciennes, que ce soit du côté Asie ou du côté
Moyen-Orient, ou que ce soit les points de vue sur l'imagination qu'on pourrait retrouver en Amérique du Sud, qu'on ne va pas déployer sur ce module de cours. Ce n'est pas une discipline qui s'intéresse à ces différents sujets, mais c'est un ensemble, c'est un effort de travail collectif interdisciplinaire qui fait apparaître ces différentes recherches et qui nous montre de quoi étaient faites les pratiques anciennes. Une de nos idées ici, c'est de se dire que si c'est vraiment scientifique et s'il y a de vraies méthodologies pour regarder toutes ces choses-là, eh bien sûr, on va ramener cette recherche et continuer à faire avancer la pensée de l'hypnose et des thérapies brèves. On voit aussi que s'il y a des méthodologies, ces différents liens à l'imaginaire se basent sur de la pratique directe, sur de la pratique introspective. Et c'est aussi pour ça que dans ce module de cours en particulier, j'ai choisi qu'il y ait un temps didactique, comme nous venons de le passer, et un temps de pratique. Non pas pour mettre nécessairement en pratique ce que nous présentons, mais pour qu'il y ait de l'expérience qui va créer un jeu d'herméneutique et changer la compréhension de ce que nous sommes en train de raconter. Enfin, outre les méthodologies, il est intéressant de voir que toutes ces questions d'imaginaire que l'on retrouve dans notre pratique de l'hypnose et qu'on le retrouve dans les pratiques thérapeutiques et dans les pratiques d'accompagnement, eh bien, elles ont des supports philosophiques qui sont béton de chez béton. Là, on a un Richard Bandler, par exemple, qui dit « Mais moi, je n'ai pas besoin de théoriser et je n'ai pas besoin de regarder au niveau philosophique. Je modélise. » Et c'est sûrement une très bonne approche de faire comme ça. Mais malheureusement, ça ouvre la porte de la critique universitaire qui va dire « Sur quoi vous basez-vous pour dire tout cela ? Est-ce que vous pouvez le prouver ?» Et si on ne peut pas le prouver, bien sûr, les universitaires ont tendance à dire du coup, il faut qu'on le prouve par nous-mêmes, ils ont un peu autre chose à faire. Ou alors, si on se base sur des trucs qui ne sont pas prouvés, qui ne sont que ton expérience, si elles ne sont pas reproductibles, c'est très délicat de les enseigner. Donc, l'idée ici n'est pas de faire une critique de Bandler, mais de dire qu'il y a une limite dans sa démarche qui fait que peut-être que son travail aurait pu prendre mieux et avoir de meilleures influences s'il avait été basé sur des méthodologies d'une part, et d'autre part sur des supports philosophiques. Enfin, et je vais m'arrêter ici, ce que j'ai essayé de vous présenter avec mes trois colonnes, donc tout l'aspect philosophie ancienne, théologie, hermétisme, tout l'aspect philosophie moderne et méthodologie moderne, et tout l'aspect psychologie, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est un rapprochement entre des philosophies qui sont théoriques et des philosophies qui sont pratiques. Alors parfois on dit, la philo, c'est pour se prendre la tête, etc. Oui. Mais pas que. La philosophie, c'est quelque chose en action. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il est hédoniste, c'est super, mais s'il le pratique, c'est encore mieux, parce que ça demande un sacré courage quand même de pratiquer l'hédonisme en vrai, en France au XXIe siècle. Voilà, moi je ne vais pas développer ce truc-là. De mettre en lien des philosophies qui sont théoriques, et où des fois on se dit, mais à quoi ça sert de réfléchir à tout ça? Mais quand on voit la mise en pratique de ces choses-là, par exemple, dans une séance d'hypnose, d'expérimenter un renversement de paradigme pour voir la transformation de la subjectivité, là, ça devient vraiment intéressant. Et plus important encore, à mon point de vue en tout cas, de rapprocher philosophie théorique, philosophie pratique, avec la psychologie moderne, et c'est une des intentions, pour essayer de faire avancer le champ de l'accompagnement qui est fait de toutes ces disciplines, à la fois philosophiques, à la fois psychologiques. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe à un temps de questions-réponses et à un ensemble d'expériences pratiques. Et puis pour ceux qui suivent ce cours en vidéo, je vous remercie de votre attention. Et comment conclure pour une caméra? Qui que tu sois. Oh, toi, voyageur temporel, il nous regarde dans le futur. C'est bizarre quand même comme... Vous voyez, on est son passé alors qu'on le vit au présent. Donc voilà, qui que tu sois, à bientôt.